Vous écoutez Inspira, un balado sur la passion, la créativité et la société. Produit par le Collège La Salle et animé par Stéphane Leduc. Bienvenue dans l'univers d'Inspira. Bonjour, bienvenue au balado Inspira où nous recevons des gens créatifs qui nous inspirent par leur vie, leur talent et leur vision. Et on rejoint aujourd'hui Géraldine Jeune, qui est mieux connue sous le pseudonyme de Mademoiselle Jerry, en compagnie d'Édric Moisan et de Monique Tatiano Coco et Dimengo, qu'on va appeler Coco, ce sera plus simple pour aujourd'hui. Et c'est un plaisir de te recevoir parce que tu es une femme passionnée. Tu es quelqu'un qui partage ses connaissances aussi et qui aime valoriser aussi les créateurs québécois. Et ça me touche toujours parce que le local est important et c'est un combat éternel qu'on doit recommencer constamment. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es maquilleuse, tu es styliste, influenceur aussi, et tu aimes bien le terme conseillère en image. Pourquoi ce terme précisément que tu préfères par rapport à tout ce que tu fais? Ben en fait, quand toute ma vie, j'ai eu plusieurs intérêts. Comme tu en as parlé, la mode, le maquillage, le mannequinat. J'ai tellement eu de passion que quand j'arrivais dans un événement puis on me demandait qu'est-ce que je fais dans la vie, je voulais que ça me prenne moins que 20 minutes pour expliquer vraiment tout ce que je fais. Donc, à un moment donné, je commençais à faire des recherches sur Internet. Puis je dis, mais qu'est-ce que je fais? Puis au final, j'ai réalisé que le dénominateur commun, c'est l'image. C'est vraiment tout ce qui englobe l'image. Mais j'ai même touché un peu de marketing quand on va en parler, mais avec mes clients, c'est vraiment tout ce qui comporte l'image. Je me suis dit conseillère en image. C'est ce que j'ai utilisé, mais je dois dire que je dois quand même l'expliquer parce que les gens comprennent toujours pas qu'est-ce que je fais. Oui, puis voilà. C'est un bon terme parce que t'englobes tellement de choses, puis dans le fond, notre apparence est reliée à beaucoup d'éléments aussi, donc le terme était complet. Ce qui m'a amusé dans la recherche pour l'entrevue avec toi, je trouvais drôle, et c'est là le danger des déclarations qu'on fait. En 2017, tu disais dans les questionnaires du L Québec, et tu répondais en fait à une question, si vous n'étiez pas conseillère en images et blogueuse, vous seriez, et tu as répondu sexologue. Oh, wow. Je sais pas si tu t'appelles de ça. Oui. C'est très différent comme métier. En fait, oh my God, je me rappelle même pas cette question. Oui, parce que ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait aussi. Puis, à force de faire des recherches, je me disais où est-ce que je vais travailler. Puis je pense que il y a de ça quelques années, on n'en parlait pas aussi ouvertement qu'aujourd'hui, même par rapport à ma communauté. Puis je me disais, est-ce que vraiment je veux m'aventurer là-dedans? Est-ce que je vais vraiment avoir un emploi à la fin? Ouais. Puis c'est sûr que entre la mode et la sexologie, c'est complètement différent. Mais j'ai choisi la mode et la beauté, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la sexologie. Ouais. S'il y avait un lien à faire, ce serait peut-être le fait qu'il y a une forme de séduction à travers l'habillement, la façon de se présenter. Okay. Et on pourrait avoir un certain lien avec la sexologie. C'est vrai. Coco voulait aussi découvrir un peu le métier avec toi. Elle a quelques questions. Oui, Mademoiselle Jerry, souvent imitée mais jamais dupliquée. J'aime ce slogan-là. Vous êtes conseillère en image, styliste et puis influenceuse. Comment ces trois métiers-là s'emboîtent? Est-ce que c'est obligé qu'ils aillent tous les trois de pair ou alors ce sont des couloirs totalement parallèles? Je dirais que, très bonne question. Je dirais que tout ce qui est au niveau de l'image, le stylisme, le maquillage et tout, je trouve ça va ensemble. Puis au niveau de l'influence, je pense que c'est un terme qui est très récent. Et je dévoilerai pas mon âge, mais dans mon temps, ça n'existait pas ce mot-là, tu vois. Puis je pense que on est tous des influenceurs dans un sens. Parce que quand tu penses à la base, c'est partager notre savoir, partager un endroit où on a été, on recommande un resto, on parle on consomme tellement que je pense qu'au quotidien, on est des influenceurs, tu vois. Donc, je pense que si je peux le dire ainsi, le côté influenceur m'a vraiment aidé au niveau des contacts, puis aussi au niveau de travailler sur l'image. Parce qu'on le sait, surtout sur les réseaux sociaux, c'est important, l'image, de peaufiner son image, de comprendre le message qu'on veut véhiculer. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour le transférer à mes clients à ce moment-là. Surtout quand je travaille avec des artistes, qu'est-ce que tu veux projeter? L'image que tu veux? Comment tu veux que les gens se sentent? Mais tout ça, on le fait même en faisant des vidéos, des TikTok sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que je crée le lien.
Ok. Ouais. Et en tant que tu as dit tantôt le message qu'on véhicule en tant qu'influenceuse, quel est le message principal que tu véhicules, que tu voudrais véhiculer à ta communauté? En tant qu'influenceuse, OK. En fait, il a fallu que je devienne à l'aise avec ce terme. Parce que comme je dis, on a souvent tendance à dire que les anciens qui justement n'étaient pas considérés comme des influenceurs, on regarde les plus jeunes qui font ça comme métier, comme étant quelque chose de négatif. Et je pense que mon influence a toujours été de l'acceptation de soi, la diversité corporelle, l'inclusion, encore des mots qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et avant on n'utilisait pas. Donc, tout ce que j'ai fait dans pas mal de mes domaines, comme en tant que mannequin, je suis la première femme noire mannequin à Montréal. Donc, c'est toutes des choses que je pense que c'est un peu ça mon cheval de bataille, c'est ça que je veux parler, sans nécessairement faire des lives et en parler à longueur de journée. Je pense que l'impact, je le fais au quotidien au lieu de faire des vidéos sur Instagram pour partager comment j'aimerais que les choses changent dans l'industrie, en fait. Et toi, Edric? Oui, parce que justement, tu parles que tu sais, tout récemment, tu es devenu influenceuse, c'est un nouveau terme pour toi. Tu sais, c'est pas quelque chose de facile. On sait que être fréquemment sur les réseaux sociaux, ça influence un petit peu comme des fois certains côtés négatifs. Fait que ma question va tourner surtout à comment tu fais pour gérer surtout les commentaires négatifs que tu as sur tes plateformes. Parce que tu sais, c'est pas souvent facile de lire des commentaires négatifs. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça? En fait, ça m'est très rarement arrivé d'avoir des commentaires négatifs. Puis je me considère vraiment chanceuse. Parce que quand je vois le type de commentaires que les gens que je suis partagent, ils font des captures d'écran, puis ils montrent vraiment la méchanceté, en fait, la gratuité par rapport aux commentaires. En fait, je pense que je choisis mes combats et je pense que, en fait, les commentaires, c'est pas correct d'être aussi méchant avec les gens. Ça, je suis pas d'accord. Mais en même temps, quand tu ouvres une porte sur un sujet sensible, je pense que tu dois comme un peu t'y attendre à voir ce genre de polarité au niveau des commentaires. Puis des fois, ça n'a même plus rapport avec toi. Les gens qui chicanent dans le commentaire, là, t'as l'impression qu'on ne parle même plus à toi, you know? Donc, je dirais que, mais oui, j'ai déjà eu quelques commentaires ici et là, mais je m'y attends, en fait. Je m'y attends, puis je me dis, je peux pas m'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais en même temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que c'est dans l'action et dans mon quotidien que je me bats au lieu de verbaliser mon commentaire. Tu veux dire, pour moi, de faire une vidéo, oui, les gens, ça peut devenir viral, les gens veulent le partager. Il y a des changements qui se font aussi sur les réseaux. Mais moi, je pense que je préfère sur le terrain. Ouais. Mon influence, ouais. Puis, ça vient comme justement une deuxième question, sans tourner autour du métier d'influenceuse, juste dans ton domaine en général, est-ce que tu as déjà reçu des commentaires négatifs ou des commentaires blessants qui ont tourné au point que comme tu t'es reposé des questions sur qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont blessé à un point que t'étais, est-ce que je suis vraiment à ma place? Oui, ça m'est déjà arrivé. En tant que on parle de femmes taille plus. Voilà. Et j'étais dans une conférence, puis justement, il y avait une invitée qui était taille plus, puis là, il discutait, il parlait que maintenant, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'à chaque 3 mois, il y a quelque chose qui change. Tu sais, qu'est-ce qui est considéré taille plus? Il y a 3 mois, c'était ça, maintenant, c'est plus ça. Et à un moment donné, je me suis vraiment sentie que j'étais pas à ma place parce que je suis considérée comme une petite taille plus. Okay. Donc, c'est comme si t'es un peu comme on appelle ça mid-size en anglais. Donc, c'est comme chez Zara, c'est trop petit, mais Addition L, c'est trop grand. Elle est comme un peu entre les deux. Ça, c'est quand prise de poids, perte de poids. Et il y a une influenceuse qui a dit, moi, je suis tannée de justement des femmes qui partagent des photos en disant qu'elles sont taille plus, elles le sont pas. Puis, sa façon de mesurer si tu mérites d'être considéré taille plus, c'est quand tu arrives dans l'avion et quand tu pourras pas t'asseoir sur ton siège dans l'avion et faudrait que tu aies besoin d'un deuxième pour être à l'aise, c'est là que tu vas pouvoir te considérer. Donc, si tu es plus petite que moi ou plus petite que ça, t'as pas ta place, tu peux pas te considérer comme taille plus. Puis là, j'étais comme,
Et c'est là vraiment que j'ai senti que j'étais pas à ma place. Puis je me suis dit, OK, là, c'est rendu qu'il y a de la discrimination au sein de justement ce groupe de femmes qui sont censées se mettre ensemble pour influencer les autres, encourager à s'accepter. Et le commentaire, je me disais, mais non, j'aspire pas à prendre un deuxième siège dans l'avion. C'est pas ça le but dans la vie, là. Donc, ouais, je trouve ça bizarre. Fait que ça change tout le temps. Puis les gens, ils sont comme un peu entremêlés dans ce qu'ils disent et je sais pas. Fait que, à un moment donné, je suis comme un peu reculée de ça. Même le hashtag, j'ai comme, ouais, j'ai même plus besoin de mettre plus stage, hashtag. Juste être moi-même, tu vois. Est-ce que tu sens que le milieu de la mode qui a évolué d'une façon lente, selon moi, progressive, a changé vraiment par rapport justement à une diversité corporelle? Est-ce que tu sens que c'est ancré ou c'est encore une petite partie de l'industrie qui s'y intéresse? Ben, moi, je pense que c'est une petite partie, puis on en parle encore aujourd'hui, comme les semaines de mode. À la fin de chaque semaine de mode, il y a toujours des gens qui viennent calculer, en fait, que le pourcentage de femmes taille plus qui ont paradé, puis d'année en année, ça descend. Dans le sens où je pense que c'était une tendance. Il y a de ça quelques années, tout le monde en parlait, que ce soit mettre une femme noire ou un homme noir là, sur la couverture, puis souvent, je le dis, tu sais, j'ai le combat taille plus, j'ai le combat étant une femme noire. Fait que je me dis, j'ai comme l'impression que parce que c'est tendance, tout le monde montre que oui, on est ouvert, puis on le dit souvent et on le répète, c'est que on veut une place à la table. A seat at the table, où est-ce qu'on peut prendre des décisions, où est-ce qu'il pourrait y avoir une femme noire éditrice en chef d'un magazine de mode à Montréal. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que pour moi, il est là le vrai changement. Donc, de faire un éditorial spécial taille plus, puis avoir 4 photos dans un magazine, ça change rien dans ma vie parce que je sens que, puis je le sais en plus que, arrivé au bureau chef, il n'y a aucune diversité et inclusion. Ouais. On sent que c'est encore des numéros spéciaux, puis quand ça fait l'événement, ça signifie que justement, c'est pas intégré complètement. Ben, c'est ça. Celui qui a 2-3 mannequins noirs dans un... Justement, on est obligé d'en parler. Ouais. Ça fait partie de la vie et c'est surtout autour du mois de février. Là, tout d'un coup, le mois de l'histoire des Noirs, là, on voit plusieurs... puis là, à un moment donné, c'est les Autochtones. On parlait beaucoup et là, partout, et à un moment donné, t'entends plus. Puis pour moi, c'est la vraie inclusion, c'est justement, comme tu le dis, on n'en parle pas. On est qui on est et on était tout le monde et on passe à autre chose, tu vois. Donc. La même chose un peu du côté des designers afrodescendants, on en connaît très peu. On commence tranquillement à en découvrir peu à peu, mais ça aussi, c'est pas une chose qui est très poussée, valorisée dans les médias. Ben, poussée, valorisée aussi au niveau de l'aide. Parce que là, tu sais, si on rentre dans tout ce qui est mode, les subventions, tu sais, ça coûte cher. Partir une ligne de vêtements et la garder pendant des années. Donc, je dirais que sur plusieurs aspects, il y a un manque de support, justement, par rapport à ça. Ouais. Tes débuts, c'était fait avec un designer qui était originaire de la Guinée, si je ne m'abuse. Ghana. Ghana. Ouais, et Ghana. C'était Oui. tes débuts un peu dans la mode. 2010 déjà, Oui, ça fait pendant le Festival de des Designs. Ça devait être un beau défi pour toi de te retrouver à organiser, faire le défilé sur les pastels. Ça a été un cap important pour toi. Je dirais que oui. En fait, puis j'ai compris plein de choses dans la mode parce que de l'extérieur, on pense toujours au côté glam, au côté les photos, tout ce qui est beau et glamorous. Puis quand on m'a offert la possibilité de travailler avec elle pour justement organiser le défilé de mode à la Semaine de mode de Montréal, j'ai quitté mon emploi. Je travaillais chez MAC comme maquilleuse. Et je me suis dit, oh my God, c'est mon opportunité. Je vais devenir riche. Je vais être dans la mode. Je vais être populaire. On va être partout. On va voyager, jet set. I'm like, oh my God. J'ai tout lâché. And, en fait, je regrette pas mon geste parce que tout ce que j'ai appris, les gens que j'ai connus, la richesse, en fait, de ce qui en ressort de tout ça, mais en même temps, c'est là que tu réalises que c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et un peu comme étant créative en tant que styliste et tout, je trouve que le côté un peu difficile des artistes, c'est tu sais jamais c'est quand ça va se passer. Ton big break, le moment où tout va découler et tout va faire son sens et tu vas comprendre pourquoi tu as passé autant d'heures à pas dormir, à dépenser autant d'argent. Mais tu ne sais pas c'est quand ça. Mais tu dois continuer parce que tu dois continuer à croire que c'est possible, mais tu sais pas c'est quand. Donc,
quand on a fait une couverture de Cosmo UK, je dis, mais là, on est rendu à Londres. Oublie ça, là, on va être... Non, rien du tout. Aucune retombée. Il n'y a pas eu plus de ventes d'Europe. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi qui fait que... Donc, c'est très difficile, mais en même temps, ça m'a permis de connaître tellement de gens qu'aujourd'hui, je profite de justement ces contacts. Est-ce que tu sens que parfois, en tant que femme noire, il y a des contrats qui t'ont pas été donnés ou attribués, qu'on a préféré d'autres personnes? Est-ce que tu le ressens parfois ou le ressens, du moins? Est-ce que je le ressens? En fait, il y a quelque chose de particulier avec moi. C'est que je n'y pense pas que je suis une femme noire. Dans le sens où, si je pense à, puis si je regarde vraiment mon parcours, que ce soit travailler avec la designer, devenir mannequin dans une agence à Montréal, tous les gestes que j'ai posés, je les ai posés parce que je me suis dit, je veux le faire, je veux essayer. Donc, j'y pense pas. Donc, si jamais on m'a refusé l'accès, je l'attribue pas au fait que je suis une femme noire, je dis juste que c'est pas pour moi ou tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'en tant que mannequin, ton agent va te le dire, oh, le client a appelé parce qu'il cherche une femme noire. Tu sais, on te le dit. Puis eux, ils se le cachent pas. Ils veulent une femme noire pour leur campagne, comme parfois ils vont dire, ah non, finalement, les clients ont pas bien réagi, donc on va laisser tomber, on va prendre une femme blanche. Fait que, surtout dans le domaine du mannequinat, on te le dit, il faut que tu aies quand même une carapace pour pas le prendre personnel, mais c'est quand même personnel parce que, tu vois. Mais je te dirais que j'y pense pas et je pense que c'est ça qui m'a aidé dans la vie, qui est que ce qui est pour moi va me revenir à moi, tu vois ce que je veux dire. Puis il y a personne qui peut le prendre entre mes mains, donc je pense pas à ça. C'est drôle à dire. Ce qui est intéressant dans ta démarche aussi, c'est le fait que le pouvoir que tu as est parfois de choisir certaines marques ou de proposer et tu contribues d'une certaine façon à faire reconnaître certains créateurs afrodescendants et des gens qui innovent un peu, qui sortent un petit peu de la marge d'un mandat que tu t'es donné d'une certaine façon. Oui, et je suis toujours à la recherche de nouveaux designers, que ce soit des bijoux, des vêtements, quoi que ce soit. Puis aussi, encore, on parle de tendance, le tissu, justement, le tissu africain, parce qu'à un moment donné, il y avait une tendance que tout le monde en mettait, puis on mettait partout dans les vêtements. Simons avait des robes, c'est rendu la folie furieuse. Je dirais que ça a permis aussi au niveau de l'accessibilité, parce que parfois, il y a des gens qui créent, mais les vêtements sont pas nécessairement accessibles. Puis je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus, c'est que oui, je peux contacter le designer puis vouloir prendre ses vêtements, mais il y a aussi une certaine éducation. Parce qu'il y en a que oui, je s'écoute dans mon sous-sol, c'est le fun, mais là, quand tu dois venir et que ça devienne plus professionnel, que tu dois emprunter des vêtements, puis comment, dans quel état t'empruntes le vêtement, puis, fait que je sais qu'il y a de l'éducation qui vient avec. Moi, ça me dérange pas de le faire. Mais oui, depuis que j'ai la chance d'avoir, que ce soit local, dans ma communauté ou de l'extérieur, je le mets de l'avant le plus possible. Puis je travaille avec des femmes quand même taille plus parce que je pense que c'est un peu ça mon cheval de bataille et il y en a pas autant. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'à un moment donné, je veux bien, mais si je trouve personne à Montréal qui crée des vêtements pour les femmes taille plus, parce que moi, j'ai pas le choix d'aller vers les grandes chaînes et magasiner en ligne et tout le tralala. Ouais. Tu me soulignais, quand on a discuté précédemment, une entrevue avec Roy Roach, qui est un styliste apprécié, que les gens ont découvert beaucoup grâce à Céline Dion, et qui avait des grandes célébrités aux États-Unis, mais qui se questionnait beaucoup sur son métier, son évolution, et ça te touchait beaucoup. Tu peux nous dire en quoi, qu'est-ce qu'il racontait qui te touchait beaucoup? En fait, son histoire en général, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, de l'extérieur, on se dit, tu vois la Roach qui est partout à travers le monde. On le voit dans des émissions en tant que juge et tout. Donc, c'est inspirant. Mais tu réalises que, après toutes ces années-là, il y a encore des barrières qui sont fermées. Il y a encore du racisme. Il y a encore de cette conversation de validation. Tu sais, quand il a commencé, c'était pas mal les gens de sa communauté qui lui donnaient une chance. C'est exactement la même histoire pour moi. Soit aujourd'hui, quand on en parle, justement, je te l'avais mentionné, là, maintenant que j'ai habillé une actrice qui a passé dans les Gémeaux, et là, tout d'un coup, il y a comme un shift au niveau de, ah, c'est qui elle? Puis là, tout d'un coup, j'ai quand même l'impression là, j'ai vu plus de followers, mais c'est comme on commence à faire des recherches sur c'est qui Mademoiselle Jerry et tout. Mais ça fait des années que je fais ça, tu vois. C'est sûr que
C'est les gens dans ma communauté qui m'ont donné la chance, qui fait que j'ai avancé et qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendue où je suis rendue, mais ça m'a rappelé ça aussi, parce que lui aussi, c'était la même chose. Puis encore aujourd'hui, pourquoi il a décidé de prendre sa retraite, c'est qu'il était tanné justement de toujours avoir à se justifier, de toujours avoir à sentir que qui il est ou la couleur de sa peau est une barrière. Puis à un moment donné, là, je me dis, mais si j'y vais à 120 000 à l'heure, puis je le regarde qui arrête, puis je dis, mais en même temps, je me dis à chacun son histoire. Ça va être la mienne, mais ça fait réfléchir. Ouais. Ton histoire, en tout cas, est inspirante. Je suis sûr que ça vous a inspiré, n'est-ce pas, Coco et Drake? Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir à chaque fois qu'on discute avec toi. Et pour ceux qui nous suivent, merci d'être fidèles et continuez à nous écouter.